Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir un dossier pour la première fois. Un dossier concernant un phénomène paranormal qui défie les lois de la physique la plus élémentaire. Il s'agit de la lévitation et plus particulièrement de la lévitation chez les mystiques, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, aborigènes, chrétiens ou autres bien entendu. Un très bon livre vient de sortir sur ce sujet aux éditions Le Jardin du Livre. Un ouvrage qui a pour titre La lévitation chez les mystiques. Son auteur, Joachim Boufflet, est mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que la lévitation est un phénomène réservé exclusivement aux mystiques ? Non, pas particulièrement. Mais en général, on le trouve dans le cadre d'une expérience mystique. Exactement. Nous allons donc développer tout cela avec vous durant ces 2 heures jusqu'à minuit. Je rappelle que les auditeurs qui sont à l'écoute peuvent intervenir évidemment dans cette émission. Si vous voulez poser des questions à mon invité, 0826 300 300, vous nous appelez au standard ou encore vous pouvez envoyer vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Joachim Boufflet, l'auteur d'un livre intitulé La lévitation chez les mystiques aux éditions Le Jardin des Livres, est mon invité ce soir. Alors, Joachim Boufflet, vous êtes, dit la 4e de couverture, historien auprès du Vatican. Une petite précision, est-ce à dire que tout ce que vous écrivez est approuvé par l'Église catholique ? C'est une question importante parce que on va parler de nombreux mystiques chrétiens, Oui. Que vous avez étudiés de très très près. Je dois d'abord apporter une petite précision. Je ne suis pas historien auprès du Vatican. Ça n'existe pas. Ah, d'accord. Déjà, Oui. je suis historien et je suis invité à titre de consultant par des postulateurs de causes de béatification. Alors, expliquez-nous ce dont il s'agit exactement là. Il s'agit simplement de travailler dans le cadre des enquêtes préliminaires, historiques en général, Oui. des procès de béatification. Et ça se passe non pas au niveau du Vatican, mais au niveau des diocèses. Très bien. Voilà. Donc, vous êtes en quelque sorte expert dans ce domaine-là. Expert, c'est peut-être un peu exagéré. Ou référent, en tout cas. Je connais, oui. Effectivement. Alors, en introduction à votre livre, vous parlez de la lévitation qu'essaient, évidemment par différentes méthodes, de reproduire les scientifiques en laboratoire. Oui. Où en est la recherche scientifique dans ce domaine actuellement ? Je crois qu'actuellement, elle est un peu abandonnée, en fait. Oui. Elle est un peu abandonnée. Il y a eu quelques expériences, notamment au niveau de la physique nucléaire. J'en parle un peu dans l'introduction, précisément. Mais c'est un peu abandonné. Je crois qu'il y a d'autres pôles d'intérêt pour la recherche actuellement. Et qu'on s'est aperçu que ça ne conduisait pas à quelque chose d'utile, dirons-nous. Enfin, d'exploitable au niveau industriel. C'est ça, voilà. Ah. Cela étant, quand même, vous précisez qu'il y a un type de train qui s'appelle le maglev, c'est ça, qui est l'abréviation de l'anglais Magnetic Levitation, Oui. qui a l'air de bien fonctionner. Qui a fonctionné.
fonctionné, oui. Je ne sais pas s'il fonctionne toujours. En tout cas, il a bien fonctionné, c'est sûr. Mais c'était en fait beaucoup plus fondé sur des oppositions magnétiques que sur un phénomène de lévitation proprement dit. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Mais il n'y a pas de recherche ou de programme de recherche financé soit par des fonds industriels, soit par des fonds d'État pour essayer de comprendre la lévitation. Malheureusement, à ce niveau-là, on constate un point mort. Tout à fait. Oui, bon. Écoutez, espérons que la science se penchera en tout cas sur les cas que vous évoquez dans votre livre, qui sont des cas extrêmement bien documentés. On va y revenir d'ailleurs pour que vous nous parliez des documents sur lesquels vous avez travaillé. Oui. Également, si les témoignages sont dignes de foi, on va essayer d'avoir, comme vous dans cette émission, cette démarche d'historien et de scientifique extrêmement pointue, démarche sans laquelle tout propos ne peut pas être validé. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Alors, premier cas que vous évoquez, c'est cet homme qui est né en 1603 et qui est mort en 1663, que l'on appelle le Saint Volant, Oui. Joseph de Copertino. Qui était-il? Brossez-nous le portrait de cet homme tout à fait singulier. C'était un fils de paysan des Marches d'Italie, donc de la côte, non pas de la côte adriatique, Ouais. et qui était un peu, comment dirais-je, pas simple d'esprit, parce que ce serait méchant pour lui, et ce n'est pas tout à fait exact, mais très introverti, très peu communicatif, Oui. et qui voulait être religieux et prêtre. Mhm. Et qui, évidemment, a connu, à cause de son tempérament, à cause de cette introversion, des difficultés. Ouais. Il a lui-même d'ailleurs qualifié son ordination de prêtre de miracle. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que les étudiants italiens l'ont choisi comme patron pour leurs examens. Ah bon? Oui, exactement, parce que il a subi ses examens de prêtre dans des conditions complètement ahurissantes, et il est passé, si je puis dire, au travers des mailles du filet. Oui. Complètement. Donc, il est devenu prêtre, et puis un beau jour, alors qu'il ne s'y attendait pas, il a poussé un grand cri, il s'est soulevé du sol. Mhm. Voilà. Et Ouais. tout a débuté comme ça. Ouais. Alors on parlera après de la manière dont le phénomène se produisait chez lui. Toujours cette espèce de cri qui ponctuait l'entrée en extase. Oui. Et ensuite la production du phénomène de lévitation, très étonnant. Avant de citer les différents témoins, les différents cas, dites-nous sur quelle pièce vous êtes-vous appuyé pour étudier ce cas de manière très précise? Alors je me suis appuyé essentiellement sur les pièces du procès de béatification, c'est-à-dire les témoignages des contemporains. Oui. Et il y en a des centaines. Oui. Donc qui se recoupent en plus, ce qui est très intéressant. Et ces lévitations ont été assez spectaculaires, d'abord pour que l'Église prenne des mesures contre lui, pour éviter des accès de fanatisme de la foule, et assez spectaculaires également pour susciter des conversions éclatantes, dont celle d'hommes politiques notamment. Oui, tout à fait. Dites-moi, Joachim Boufflet, ces pièces, où sont-elles? Vous y avez eu accès? Sont-elles dignes de foi? Où sont-elles stockées, si j'ose dire, préservées? Elles sont simplement aux archives de la Congrégation pour les causes des saints. Mm-hmm. On en a également un exemplaire à la Bibliothèque nationale à Paris, d'ailleurs. Ouais. Et elles sont tout à fait dignes de foi parce qu'il s'agit des positions de contemporains, je le répète, sous serment, avec des contre-épreuves évidemment très rigoureuses. Ouais. Les canonisations des saints sont des véritables courses d'obstacles et il est très très difficile, je dirais, de produire des faux. Oui, j'imagine bien. On en a eu récemment encore tout à fait un exemple intéressant. On a découvert au moment où on allait béatifier un prêtre français qu'il avait tenu des propos antisémites dans certaines de ses correspondances particulières. Ouais. Et la béatification a été cassée. Très bien, ouais, d'accord. Et alors, est-ce que c'est de ce domaine-là que provient l'expression « se faire l'avocat du diable » ? Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il? Parce que c'est un... L'avocat du diable, en fait, c'est ce que l'on appelle plus
couramment, et disons plus administrativement, Oui. le promoteur de justice. Le promoteur de justice n'est pas du tout chargé de contredire les témoignages, mais simplement de veiller à leur rigueur, à leur authenticité. Ouais. Donc c'est lui qui est un des éléments qui se porte garant de l'étude de cas. Tout à fait. Ouais. Alors vous dites que les témoignages dans le dossier concernant Joseph de Copertino sont dignes de foi. Il y a, je dirais, des témoignages de communs de mortels. Oui. De mortels communs, mais également de têtes couronnées, également de personnages très haut placés. Bien sûr, même le pape, puisque Joseph de Copertino a eu une lévitation devant un pape. Ouais. Donc, qui est mort malheureusement avant lui, et qui disait que s'il lui survivait, il témoignerait pour sa béatification. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, citez-nous quelques exemples, on va les détailler, de ce qu'a produit comme phénomène Joseph de Copertino. La première fois qu'il a vécu un phénomène de lévitation, ça s'est produit de quelle manière et dans quelles circonstances? Ça s'est produit, si je me rappelle bien, à l'occasion d'une procession ou d'une cérémonie religieuse, au cours de laquelle il a été soudain soulevé du sol, après avoir poussé un grand cri, comme je vous l'ai dit. Et donc c'était une procession, donc c'était quelque chose de public, une cérémonie publique, Oui. et il a été soulevé du sol assez haut, à 3-4 mètres, très brutalement d'ailleurs, en présence de la foule. Et ensuite il est redescendu sur le sol tout doucement, et il est parti chez lui se réfugier pour se cacher. Ouais. Il avait très honte de ce qui lui était arrivé. Il avait eu au départ, il avait ce sentiment de honte au départ. Ah, tout à fait, oui, oui. Il était très, très gêné par ce qui lui arrivait. Il était un peu la bête curieuse du moment. J'imagine bien. Eh oui. Ouais. Et vous dites que les actes du procès de canonisation ont retenu plus de 70 exemples, Oui. ce qui est énorme quand même. Quand on parle de phénomènes paranormal de Bien cette sûr. ampleur, c'est-à-dire Oui, oui. de lévitation. Oui, oui. Plus de 70 exemples répertoriés, il y en a eu certainement plus d'ailleurs, et très bien documentés, très bien attestés. Donc c'est important. En même temps, c'était devenu, je dirais, non pas une seconde nature chez lui, mais un phénomène qu'il définissait particulièrement. C'est pour ça qu'on l'appelait le Saint Volant. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et pouvez-vous nous citer d'autres cas de lévitation avec des témoins, bien entendu, qu'a produit ce frère Joseph de Copertino? Écoutez, vous savez, on pourrait en citer un assez grand nombre. Moi, je crois que les plus intéressants sont précisément ceux qui n'ont pas eu beaucoup de témoins, parce qu'ils se déroulaient à l'époque où l'Église a pris des mesures pour l'enfermer dans un couvent, Oui. pour le soustraire à la curiosité publique, ce qu'il souhaitait d'ailleurs. Lui, il n'aspirait qu'à une chose, c'était qu'on ne s'occupe pas de lui. Ouais. Et les extases avec lévitation, ce qui est intéressant, c'est de préciser que la lévitation est toujours accompagnée d'extase. Systématiquement, oui. Oui, donc d'un phénomène d'absorption au-delà du réel. Donc il est dans un état particulier. D'ailleurs, il dit lui-même, pour essayer de mettre des mots sur ce qu'il vit, il a dit quand le fusil, la poudre s'embrase, elle projette à l'extérieur la décharge dans le fracas de la détonation. Ainsi en est-il du cœur extatique embrasé par l'amour de Dieu. Voilà. Alors en fait, il semblerait que chez lui, la lévitation soit la conséquence de la lévitation. De l'extase. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il entre en extase et au même moment, il se soulève du sol. Joachim Boufflet, une première pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir ce qu'a vécu ce saint volant, Joseph de Copertino, et on parlera d'autres cas de lévitation en ce qui le concerne, notamment des cas de lévitation où il aurait transporté avec lui hommes, objets,
animaux même. Un animal, oui. Un agneau, évidemment. Un agneau. On en parle avec vous si vous le voulez bien dans quelques instants. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Sud Radio, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. La lévitation, c'est le titre du dossier que j'ouvre ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec Joachim Boufflet, qui est l'auteur d'un livre passionnant intitulé La lévitation chez les mystiques. L'éditeur, c'est le Jardin des livres. Alors, Joachim Boufflet, nous parlions de Joseph de Copertino, ce saint volant que vous avez étudié de très très près. Vous avez eu accès à tous les documents de son procès en canonisation, de canonisation. Et alors, nous parlions tout à l'heure des lévitations qui étaient, du moins des extases qui étaient systématiquement accompagnées de lévitations chez cet homme. Oui. Joseph de Copertino était capable, disions-nous tout à l'heure, de soulever des objets ou des hommes. Alors, commençons par parler des objets. Racontez-nous l'histoire de cette croix. L'histoire de la croix est peut-être celle qui est la moins assurée. Mais oui, enfin, parce que... on a beaucoup exagéré, je crois. Ouais. Mais enfin, bon, il s'est trouvé un fait assez intéressant, c'est que des ouvriers avaient implanté une croix sur une colline, une croix assez lourde, et qu'ils n'arrivaient pas à la manier et à la placer dans l'axe du trou, que sais-je. Enfin bon, ils n'arrivaient pas à venir à bout de leur effort. Et Joseph de Copertino, passant par là, les a vus s'efforcer de planter cette croix et a eu une lévitation, a soulevé la croix et l'a calée dans le trou. Voilà à peu près ce que disent les témoins. Oui. Mais là, je dois dire que c'est le cas peut-être qui me semble le moins bien attesté. Oui. Un autre cas qui est plus documenté, celui-ci, il s'agit d'un homme qui souffrait alors soit de maladie mentale, soit d'épilepsie, soit qui s'appelait donc Baldassare Rossi, qui a été amené à ce saint homme pour une tentative de guérison. Tout à fait, pour une tentative de guérison ou de dépossession, enfin peu importe, pour qu'il soit libéré de cet état terrible. Et Joseph de Copertino l'a pris dans ses bras, l'a caressé pour le rassurer, parce que c'était un homme extrêmement craintif, qui avait peur de tout, comme souvent ce genre de personne. Et soudain s'est soulevé du sol en l'entraînant avec lui. Et est resté en lévitation là devant plusieurs témoins, avec cet homme qui l'a soulevé en le prenant par le bras, et puis au bout de quelques instants, il est redescendu très doucement avec lui jusqu'au sol, et l'a redéposé, si je puis dire, par terre, et l'homme était guéri. Voilà. Alors ça, c'est un cas beaucoup mieux attesté, beaucoup plus intéressant. Combien de témoins attestent de ce cas? Les témoignages sont-ils fiables? Je m'excuse de vous reposer ces questions parce que c'est tellement extraordinaire comme phénomène que on est amené à se dire bon, alors posons-nous, c'est le terme d'ailleurs, bien sûr, et essayons de garder notre sang-froid et de voir si tout est bien en place. Oui. Alors il y a plusieurs témoins, il y en a une douzaine à peu près, fiables, disons, qui ont été interrogés. Ils disent tous la même chose, déjà, ce qui est très intéressant. Et puis, surtout, moi, je crois que ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est la lévitation, bien sûr, mais c'est surtout la guérison du malade. Parce que là, les témoignages sont absolument formels. Il ne s'agit plus de 10 ou 12 témoins. Il s'agit pratiquement de toute une communauté villageoise qui retrouve son malade complètement guéri. Et ça, c'est très intéressant. Oui, complètement. Enfin, c'est très intéressant. La lévitation ne l'est pas moins. Oui, elle ne l'est pas moins. Elle est plus spectaculaire, disons. Oui, c'est vrai. Mais enfin, défier comme ça les lois de la loi de la gravitation, j'avoue que c'est assez fascinant. C'est très fascinant, oui.
Ouais. Vous en parlez, si je puis me permettre, avec beaucoup de sérénité, Oui. presque de détachement, je serais tenté de dire, peut-être parce que vous avez énormément travaillé sur ce sujet, parce que écrire un livre de plus de 200 pages, effectivement, ça prend du temps. Ça vous a permis d'avoir de la distance ou d'être un peu moins impressionné par ce type de phénomène? Non, pas vraiment, mais je crois plutôt que je n'ai jamais été impressionné par ce genre de phénomène. Pour moi, c'est dans l'ordre du possible, donc ça ne m'impressionne pas outre mesure. Ouais. Non. Vous n'en gardez pas moins le regard critique de l'historien et du Mais scientifique. il faut absolument, bien sûr, oui. Ouais. C'est fondamental. Alors, parlons de cet autre cas de lévitation avec un animal. Oui. Cette fois-ci, toujours concernant Joseph de Cupertino. Oui. Alors là, il s'agit d'un agneau. Un agneau, bon, c'est un animal extrêmement symbolique dans l'iconographie chrétienne. C'est un peu l'image du Christ, l'agneau de Dieu. C'est l'image de l'innocence, etc. Et Joseph un jour caresse un agneau. Et puis soudain, pensant à la beauté de la création et puis à l'innocence et la pureté de Dieu, se soulève du sol en emportant l'agneau avec lui. Et l'agneau ne bêle pas, enfin, ne se débat pas. L'agneau a l'air très content. Ouais. Et puis ensuite, Joseph, une fois de plus, redescend et redépose l'agneau tranquillement par terre. Et la lévitation, enfin, il est monté assez haut quand même. Ah oui, mais les lévitations de Saint Joseph de Cupertino étaient très élevées comparativement à d'autres. C'était un homme qui réussissait, non, c'est pas lui qui réussit, mais enfin, qui était soulevé quelquefois à 7-8 mètres du sol. Ce qui est énorme. Ah oui, ce qui est colossal. C'est colossal. Et il franchissait également des distances assez impressionnantes. Il volait, c'est pour ça qu'on l'appelle le saint-volant. Il n'était pas soulevé simplement statiquement. Il volait, il allait d'une distance à l'autre. Oui. Et puis ensuite, il redescendait. Quelquefois, il parcourait des distances assez importantes d'ailleurs. Une fois, il a volé au-dessus de la foule. Et donc, sur une distance assez longue. Oui. Est-ce que il donnait l'impression de maîtriser sa lévitation? Absolument pas. Absolument pas. C'est justement ce qui est très intéressant. Il ne savait pas quand ça se produirait, si ça se produirait. Il était absolument incapable d'y résister, pratiquement. Dès que ça arrivait, c'est comme il le dit lui-même, c'était très brutal. Il était emporté par une vague. Absolument. Il était vraiment emporté, soulevé, sans pouvoir rien faire, je dirais. Ouais. Mais une fois qu'il était en l'air, oui. si je puis me permettre, qu'il était en train de léviter, est-ce que là, il pouvait décider de voler à droite, à gauche, absolument tout droit? Pas. Non. Non. Oui, enfin, je pose des questions pour... Pas du tout, non. Oui. En général, il était emporté vers un objet sacré, la plupart du temps vers le Saint-Sacrement, vers l'hostie, vers une croix, etc., vers une statue. Il avait beaucoup de lévitation assise notamment devant la statue de la Vierge, qui était très haut contre la paroi, et il se soulevait vers elle. Donc il était attiré vers l'objet de sa contemplation. Mais il ne maîtrisait pas, il ne naviguait pas. Oui, voilà. Il ne naviguait pas. Oui. Est-ce que il lévitait dans d'autres moments que des moments de prière? J'ai lu dans votre livre que lorsqu'il voyait des choses tout simplement belles ou innocentes, tout à fait, ça pouvait provoquer ce genre d'extase. Oui, ça provoquait l'extase dans la mesure où il s'émerveillait devant la création comme œuvre de Dieu. Donc c'était une prière quand même. Il y a toujours une référence au mystère du divin, du surnaturel. Mais il pouvait léviter en regardant, par exemple, il lui est arrivé une fois de léviter en regardant une coquille d'oursin. Il trouvait ça absolument magnifique et il a rendu grâce à Dieu d'avoir créé cet objet aussi harmonieux, aussi beau. Il s'est soulevé du sol. D'autres fois en regardant des fleurs, etc. Quelle était la position de ses contemporains
parce que j'imagine actuellement un personnage, un homme, une femme, parce qu'il y a des femmes également qui ont produit ce phénomène de lévitation, on en parlera tout à l'heure, mais quelle était la position de son entourage, parce que actuellement, si quelqu'un était capable de produire ce genre de phénomène sous forme d'extase ou pas, ça ferait la une de toutes les télés, de tous les journaux du monde entier. Exactement. Ce serait très médiatisé, oui. je pense. Oui. L'attitude des contemporains, elle est tributaire, en fait, des mentalités. Les mentalités étaient encore très religieuses à l'époque. Il faut se replacer dans ce contexte. On est au XVIIe siècle et en Italie. Hein. Oui, voilà. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Donc, les contemporains, en plus, savent par tradition religieuse que ce genre de phénomène peut exister. Et quand il se produit sous leurs yeux, ils sont surpris. Certains sont épouvantés. Mais ils considèrent que c'est dans l'ordre du possible. Et en général, c'est l'enthousiasme qui prévaut. Ils accueillent le phénomène avec enthousiasme. Et il n'y a pas de réticence quant au phénomène lui-même. Après, il s'agit de savoir d'où il vient. Est-ce qu'il vient de Dieu? Est-ce qu'il vient du diable? Parce qu'il y a encore cette question aussi pour eux. Oui, exact. Dans ces mentalités. Et c'est là que se fait en fait le discernement et le jugement. Ouais. En ce qui concerne des scientifiques à l'époque, parce que au XVIIe siècle, il y avait quand même des scientifiques de renommée. La science était en train de prendre son essor pour donner la science moderne que l'on connaît actuellement, avec ses travers et ses qualités, bien entendu. Je suppose que des scientifiques se sont posé des questions quant au phénomène qu'ils produisaient. Oui, ils se sont posé des questions, mais en même temps, ils avaient deux attitudes. Ou bien ils n'y croyaient pas et ils refusaient d'aller voir. Et donc ça, ce n'est pas une attitude scientifique, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord. Ou bien ils se disaient, il y a quelque chose à voir, allons étudier la question. Ils y allaient et ils étaient convaincus. Ils touchaient du doigt la réalité du phénomène. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Bien entendu. Bien entendu. Il y a eu évidemment énormément de personnes qui ont voulu aller voir Joseph de Copertino. Les têtes couronnées évidemment de toute l'Europe ont voulu rencontrer cet homme, ce prodige en quelque sorte. Exactement. L'Église a vécu ça de manière assez différente. Ah oui, tout à fait. L'Église l'a soustrait à la curiosité. L'Église a été extrêmement rigoureuse pour ça. Elle lui a demandé de se retirer dans un couvent et elle a interdit qu'on ait accès à lui. Et des têtes couronnées ont fait des démarches et des efforts pour obtenir l'autorisation de le rencontrer. Et ça a été, en général, systématiquement refusé par l'Église. Dans la mesure où l'attitude de l'Église à ce niveau, c'est, premièrement, un saint n'est pas un animal de foire. Deuxièmement, la lévitation, ce n'est pas exemplaire. Ce n'est pas imitable, donc à quoi ça sert pour les chrétiens de s'en occuper? Et troisièmement, il faut absolument garder la tête froide et puis ne pas faire passer le sensationnel avant la foi. Oui. Donc, de manière triviale, si je peux résumer, politiquement, ça desservait l'Église quasiment. Non, ça ne la desservait pas. Je ne crois pas. Le pape Innocent X a été très dur quand même. Il a été très dur. Avec Joseph de Copertino quand même. Il a été très dur, mais pour les raisons que j'ai soulignées. Il s'agit avant tout que la religion soit une question de foi et non pas une question de sensationnel. Joseph de Copertino en a souffert de cette mise à l'écart. Oui et non. Il en a souffert dans la mesure où effectivement, il n'était plus libre de ses mouvements et de ses relations humaines, je dirais. Mais en même temps, il était assez soulagé de ne plus être l'objet de la curiosité publique. Il y a le double phénomène. Joachim Boufflet, une pause. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à évoquer ce cas de Joseph de Copertino et ensuite nous parlerons d'un autre homme, un Écossais qui a vécu aux États-Unis, qui est venu ensuite revenu vivre et mourir en Europe, Daniel Douglas Home, qui a produit également ce phénomène de lévitation, mais pas que ce phénomène, bien d'autres phénomènes. Nous parlerons d'autres cas que vous avez répertoriés également dans votre livre. À tout de suite.
Sud Radio, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. La lévitation chez les mystiques, excellent livre de Joachim Boufflet, son auteur, historien. C'est paru aux éditions Le Jardin des Livres. Il est mon invité ce soir sur Sud Radio pour justement évoquer ces différents cas de lévitation. Vous dites d'ailleurs en introduction que le cas le plus célèbre de lévitation que l'on connaisse, c'est dans l'album de bande dessinée Tintin au Tibet. Oui, ah, c'est vrai. Hein. Mais c'est le plus connu. Oui, tout à fait. Dès qu'on dit lévitation, on dit ah oui, ce petit moine là, comme ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu des cas de lévitation, j'imagine, chez les bouddhistes. Oui. Également chez les fakirs. On en parlera tout à l'heure avec vous. Mais concluons quand même sur Joseph de Copertino, qui est mort en 1663. En Italie, dans quelles circonstances est-il décédé? Et est-ce qu'un culte lui est rendu encore actuellement? Alors, il est décédé d'une maladie, d'un excès de mortification, je pense aussi, parce que c'était une époque où on se mortifiait beaucoup quand on était religieux. Il se flagellait, hein? Il se flagellait, entre autres, et puis il mangeait très peu, enfin, il menait une vie d'ascète, donc tout ça ruine un peu une santé, malgré tout. Il a eu des maladies assez précoces et assez douloureuses, de l'arthrite notamment, et puis il est décédé quelque temps avant sa mort, alors qu'il était déjà grabataire, il n'avait plus tellement à bouger. Il a eu une dernière lévitation pendant que son médecin l'opérait, tout simplement. Oui. Il s'est soulevé du sol pendant que le médecin l'opérait à la jambe, et pas à 7-8 mètres évidemment, mais il s'est soulevé de 40-50 centimètres de sa chaise, de sorte que le médecin a pu l'opérer dans de meilleures conditions, pour ainsi dire. Donc, c'est pratique. C'était très pratique, c'était presque utilitaire, je dirais. Oui. Et en même temps, c'était l'ultime lévitation qui couronnait finalement une vie de phénomène assez étonnante. Ah, complètement, oui. Oui. Pour vous, là je m'adresse à l'historien, au scientifique, le cas Joseph de Copertino, ce saint volant, les phénomènes de lévitation qu'il produisait, pour vous ne font aucun doute? Absolument pas, non. Il y a beaucoup trop de témoins, beaucoup trop de témoignages concordants, et puis surtout, il y a la conversion de nombreuses personnalités simplement au vu de la lévitation. Oui. Je pense que quand même pour déclencher des phénomènes de conversion, notamment du protestantisme au catholicisme, sur le simple fait d'un phénomène, c'est que le phénomène est quand même prégnant. Complètement. Et à quel cas de conversion pensez-vous? Je pense à un prince allemand notamment, qui était un électeur allemand, qui a eu la possibilité de le voir là parce que le pape, politiquement justement, espérait une conversion. Finement joué. Oui, ça c'était bien joué. Ouais. Et il a permis que ce prince le voie, et ce prince en plus avait beaucoup de questions personnelles, de soucis personnels, de scrupules, et il n'a pas été convaincu tout de suite. Et il y est allé avec son intendant, son majordome, qui lui n'y croyait pas du tout. Et qui lui reprochait d'ailleurs de l'emmener voir des extravagances pareilles. Et finalement, ils ont assisté à 2 lévitations. Et le prince s'est converti et puis a rentré dans ses États, d'ailleurs, a établi la première université catholique allemande dans ses États. Et puis le majordome lui a mis beaucoup plus de temps et a reproché pendant quelques années à son maître de l'avoir embringué dans cette histoire, parce que ça le torturait, parce qu'il se sentait obligé d'adhérer, il l'avait vu, il l'avait constaté, et puis en même temps il ne voulait pas quitter sa foi luthérienne. Et finalement il s'est converti aussi, plus tard.
C'est vrai que j'imagine même un scientifique découvrant sous ses yeux ce type de phénomène, ça remet en question presque tout ce qu'il a appris à l'université. Ah bon? Ah, je trouve quand même, parce Moi, que... je ne trouve pas. Ah, Justement. expliquez-moi votre point de vue, alors. C'est peut-être pour ça que je suis extrêmement détaché. Parce que je me dis d'abord qu'on ne connaît pas la nature humaine. C'est exact. Et on a encore tellement de choses à découvrir de notre nature, des facultés, de notre cerveau, que sais-je, etc. Mhm. Deuxièmement, c'est quand même l'homme qui est au centre de l'intérêt de la science. Oui. Et que ces choses arrivent rendent peut-être le scientifique plus humble en face du mystère qu'est l'homme. Et ça m'intéresse beaucoup. Mhm. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas très déconcertant. C'est peut-être un peu humiliant, agaçant, c'est sûr. Mais déconcertant, non. Pourquoi? Ouais. Tout est possible à Dieu, comme dit l'Écriture. Oui. Là, vous parlez en tant que scientifique ou en tant que croyant? En tant que les deux, parce qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. À mon avis, on peut être scientifique et croyant. D'ailleurs, il suffit de regarder Albert Schweitzer, par exemple, Ouais. pour prendre un cas vraiment extraordinaire de scientifique croyant. Hein. Oui. Non, mais je pense qu'il faut faire la part des choses et il faut regarder les deux domaines. Mhm. Le domaine scientifique, bon, c'est inexplicable. Est-ce qu'on peut trouver des causes scientifiques, justement? Est-ce qu'on peut trouver une explication scientifique? Ouais. Et puis le croyant se disant que, ma foi, ce que la science ne connaît pas ou ne connaît pas encore n'est pas pour autant impossible. Mhm. Mais vous ne dites pas, par exemple, en tant que scientifique, je ne peux pas expliquer ce phénomène de manière scientifique, c'est la part de Dieu. Non. Nous sommes d'accord. Je ne peux pas expliquer ce phénomène scientifiquement. Point. Voilà. Le reste, c'est une autre affaire. D'accord. Très bien. Alors, Joachim Boufflet, parlons maintenant d'un deuxième cas, qui n'est pas à proprement parler un mystique du reste. Non, pas du tout. C'est un médium. Oui, c'est un médium qui a toujours d'ailleurs refusé d'appartenir au courant spirit. Oui. Là, on est au début du 19e siècle, on l'a bien compris. Oui. Alors, il s'agit de Daniel Douglas ou Douglas Home, qui est né en Écosse en 1883 à Édimbourg, je crois. Oui. Alors, racontez-nous l'enfance de ce personnage et brossez-nous le portrait de cet homme. Je crois qu'il a une enfance assez malheureuse finalement, ce qui est déjà important, semble-t-il, et qu'il a été recueilli par des parents aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'il a eu, au cours de son adolescence, des premiers phénomènes assimilables à des lévitations. Oui. Alors le seul problème, c'est que là, on n'a pas de preuves, on n'a pas de témoignages. On n'a que ce qu'il dit. Et ça, c'est un peu ennuyeux. Oui, c'est un peu court. C'est très court. Mais par la suite, il se fera connaître à son corps défendant, je dirais, dans les milieux spirites, parce qu'il ne veut pas être spirit. Ouais. Il se fera connaître pour des phénomènes de lévitation et au cours de séances, puisque là, il ne s'agit pas du tout de spontanéité, il s'agit vraiment d'une organisation de séances au cours desquelles il s'efforce de léviter. Donc c'est exactement le contraire de la lévitation de Joseph de Copertino. Oui, tout à fait. Lui réussit, semble-t-il, à provoquer le phénomène. Il réussit à provoquer le phénomène, tout à fait. Ouais. Il le provoque. Alors, ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que il le provoque dans des circonstances du spiritisme de l'époque, donc dans une lumière tamisée, dans une pièce fermée, etc. Et il refusait toute... il refuse tout contrôle. Oui. Toute fouille, tout contrôle. Absolument. Ouais. Et en plus, deuxième élément extrêmement important, jamais il ne s'est élevé à la hauteur de Joseph de Copertino. Absolument jamais. En général, les lévitations étaient faibles. C'était quelques dizaines de centimètres, tout au plus. Il est arrivé 2 ou 3 fois, apparemment, s'il n'y a pas fraude, mais là on ne peut pas le savoir puisqu'il n'y a pas de contrôle. Il est arrivé quelquefois qu'il
monte jusqu'au plafond. Oui. Oui. Mais c'est tout. Oui. Donc 2 mètres, 3 mètres à tout casser. Oui, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. De toute façon, qu'on monte de 50 cm ou de 8 mètres, c'est pareil. Oui. Déjà, le fait de quitter le sol. De se soulever, oui. Oui. Donc, vous êtes en train de nous dire que ce cas est intéressant, mais attention, Oui. On n'a pas la possibilité d'affirmer de manière claire, comme par exemple dans le cas de Joseph de Copertino, qu'il y a eu réellement et authentiquement, dans tous les cas, lévitation. Non, on peut pas. Bien. Parce que ce qui se passe avec Joseph de Copertino se passe, je dirais, en plein air, au vu au-dessus de tout le monde, et avec des témoins qui ne sont pas choisis. Donc qui ne sont pas prédisposés à attendre ou à voir quelque chose. Oui. Alors que dans le cas de Daniel Douglas-Home, il s'agit simplement de cercles qui attendent le phénomène, qui l'espèrent, et qui sont des cercles très restreints, et je dirais des cercles d'initiés. Oui. Il était ce que on appelait à cette époque-là un professional home guest. C'est ça. C'est-à-dire un invité pique-assiette, même, dites-vous, dans votre... Tout à fait, oui, mais c'est ça. C'est tout à fait ça, il n'avait pas de profession. Et en fait, il vivait de ces phénomènes. Oui, il faisait commerce de ses dons. De ses dons, tout à fait. Ouais. Il était payé pour venir proposer une séance, quoi, en quelque sorte. Exactement, oui. Il était bien payé, même. Oui. Pour proposer ses services. Alors, Daniel Douglas-Home ne faisait pas que de la lévitation. On va prendre d'abord par ordre chronologique. Il a fait ses premiers pas en quelque sorte aux États-Unis, dans quelques cercles comme ça qui s'intéressaient au paranormal, ou dans les cercles spirites évidemment que ça intéressait. Mais il n'y en avait pas légion, donc il a décidé de venir se produire en Europe. Oui, en Europe. Revenir en Europe, et là, il y a eu des séances extrêmement célèbres. Avant de parler des lévitations, il produisait toute une série de phénomènes. C'était un médium vraiment avec un panel de phénomènes très large. Oui. Mais d'abord, il faut dire qu'il est revenu en Europe pour une raison très simple, c'est que l'Europe était encore constituée de cours, de cours monarchiques, princières, etc., et qu'on cherchait constamment dans ces cours de nouvelles distractions et de nouvelles occupations. Et donc, avoir un médium qui avait des phénomènes, c'était très intéressant, c'était génial. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il est venu. Oui, ça a assuré le succès d'une soirée. Exactement, ça assurait le succès de la soirée, ça assurait le succès des invitations, et puis en même temps, ça le faisait vivre, lui. Oui, par la même occasion, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Alors, Daniel Douglas-Home donc vient en Europe où il produit plusieurs phénomènes. On va faire une pause et on va découvrir lesquels dans quelques instants, concernant le feu, concernant la production d'ectoplasme. Ça, c'est très très intéressant. C'est aussi fascinant que la lévitation, je trouve. Oui, bien sûr, Et évidemment, la lévitation. Et un autre phénomène, il avait la capacité, selon les témoins de l'époque, d'allonger tout ou partie de son corps. Tout à fait. Alors ça c'est déjà un panel de phénomènes. Phénomènes qui tous existent aussi chez les mystiques. Également. Oui. Bon, eh bien, nous avons encore du pain sur la planche. Joachim Boufflet, une pause, et on se retrouve tout de suite pour évoquer tout ce panel de phénomènes. Sud Radio, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Joachim Boufflet, historien, est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, l'encyclopédie des phénomènes paranormaux, notamment des phénomènes extraordinaires de la vie mystique. Alors il y a le tome 1, le tome 2, c'est toujours aux éditions Le Jardin des Livres. Oui. Ce livre extraordinaire consacré à la lévitation chez les mystiques, toujours chez le même éditeur, Le Jardin des Livres. Joachim Boufflet, nous en étions
à Daniel Douglas Home, Oui. cet Écossais, cet homme né en Écosse, qui arrive donc dans les cours européennes. Alors, qui était médium, qui disait ne pas appartenir du tout au phénomène spirit, au Oui. courant spirit, et qui produisait toute une série de phénomènes. Alors, d'abord, ce qui est peut-être celui, enfin, je dirais, le plus facile à truquer, sans doute, prendre des charbons ardents dans les mains, Oui. sans ne rien ressentir. Oui, oui. Bon, c'était, disons, une sorte d'amusement pour lui. Oui. Il faisait ça un peu en guise d'introduction. Oui, c'était Mais- l'amuse-bouche. Voilà. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il était capable de communiquer cette insensibilité au feu, à la chaleur, à d'autres personnes. Oui. Et par exemple, et même à d'autres objets, puisque quelquefois il s'amusait à poser des charbons ardents sur les robes des dames, En mousseline très très fine. ou en mousseline très fine, Ouais, et ouais. qui ne conservait absolument aucune trace de brûlure, ni même de roussi. Ouais. Donc tout ça est amusant, disons. Oui, tout à fait. Voilà. Et scientifiquement étonnant également. Oui, scientifiquement étonnant. Il réussissait également à passer de la main à la main des charbons ardents, sans que la personne qui les recevait n'en souffre le moins du Ouais, monde. ouais, ouais. Ça fait penser un petit peu à ces capacités de sourciers, vous savez, Mais qui oui. avec leur baguette de coudrier cherchent l'eau, et quand quelqu'un qui ne sait pas le faire prend cette même baguette et que le sourcier lui met la main sur l'épaule, ça Oui, fonctionne ça également. fonctionne absolument, oui, oui. Et comme une sorte comme ça Une transmission, là. Ouais, Une transmission des pouvoirs, une transmission des facultés. Ouais, 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 ouais. Et ce qui est très intéressant, dans le cas de Homme, c'est que ça se transmet également aux objets. Mhm. Et là, les objets, quel type de transmission peut-il exister? Ouais. Ça c'est assez fascinant, Ça, c'est c'est vrai. intéressant. Ouais. Parlons maintenant des mains qu'il faisait apparaître Oui. lors des séances. Alors, est-ce que c'était des séances spirites ou est-ce qu'il était tout seul? Non, c'était des séances spirites. Hein. Il faut pas se leurrer, même s'il refusait catégoriquement l'appellation, Ouais. c'était des séances spirites. Mhm. Alors il faisait apparaître effectivement ce qu'on appelle des ectoplasmes, des mains qui se matérialisaient Ouais. et qui touchaient les gens. Mais comme ça se passait aussi dans la pénombre, les trucages sont possibles aussi. Mhm. Mais il a eu quand même un succès absolument certain avec l'impératrice Eugénie de Montijo, la femme de Napoléon III. Ouais. Et Napoléon III qui était présent également. Napoléon III était présent également, Ouais. puisqu'elle a reconnu dans la main qu'elle a touchée les caractéristiques de la main de son père, qui avait une difformité à la main, Ouais. de son père défunt. Donc tout ça est très curieux, pour le moins. Cette séance a été, si l'on peut dire, le clou de sa carrière. Oui, oui, oui. Évidemment, puisqu'il a bénéficié à ce moment-là de la considération et de la réputation que lui a faite la cour de France. Bien entendu. Bizarrement, Daniel Douglas Home a connu une période de doute Oui, où ses pouvoirs, entre guillemets, ses dons, ont totalement disparu. Ça a Exact. duré Oui. 2 ans. oui. Ça a duré 2 ans et ça s'est produit dans des circonstances très particulières, puisque c'était à l'époque où il pensait sérieusement à se convertir au catholicisme. Mhm. Et il s'était adressé à un prêtre pour cela, et le prêtre lui avait demandé de renoncer à ce phénomène, Ouais. le père de Ravignan. Mhm. Et il a renoncé, entre guillemets, et quand il y a renoncé, il s'est senti très malheureux, Mhm. ce qui a entraîné à la fois sa conversion au catholicisme et puis en même temps la reprise des phénomènes, parce qu'il n'a pas pu résister à ne plus les avoir. Ouais. Il y avait, semble-t-il, un rapport assez surprenant, très fort, entre ce prêtre et Daniel Douglas Home, Oui. à tel point, dit la chronique, que leur dernière rencontre a été Très tumultueuse. orageuse, oui. Daniel Douglas Home se roulait par terre, Oui. se tordait par terre. Ça fait penser à un cas psychiatrique très Oui. fort. Ça fait penser soit à un cas psychiatrique extrêmement fort, Ouais. ou dans le domaine religieux à une possession diabolique. Mhm. En fait, là encore, possession diabolique, effet psychiatrique, il faudrait voir encore ce que ça veut dire. Hein. Oui, oui, oui. Mais ça fait penser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il était épileptique. Ça, on le sait, médicalement. Ah, d'accord. Ça, on le sait. Ouais. Ce qui peut expliquer cette crise, justement. Tout à fait. Se rouler par
terre, écumé, etc. Oui, ça ressemble tout à fait à une très crise classique d'épilepsie, bien de sûr. l'épilepsie, oui. Ouais. Voilà, c'est pour ça que moi, pour les possessions diaboliques, je suis beaucoup plus réservé. Nous sommes à peu près d'accord. Voilà. Dites-moi, Joachim Boufflet, est-ce que on peut dire que, comment dirais-je, non pas que Daniel Douglas Home était différent psychologiquement que les autres, mais quand même. Oui, oui, oui. Je veux pas parler de pathologie, voyez-vous, Non, mais mais il y avait quand même un décalage. il y a un décalage, il y a un terrain différent, tout simplement. Mhm. Mais je crois que les mystiques aussi ont ce décalage. Ouais. Et sans parler de pathologie, sans parler de névrose ou de Mhm. choses comme ça, ce sont des personnalités autres, personnalités différentes, Ouais. avec une sensibilité différente, avec une sensibilité en général exacerbée, Ouais. et puis avec tout un cortège de frustration, d'incompréhension sur eux-mêmes, Mhm. de scrupules, etc. Ouais. Est-ce à dire que quelqu'un qui produit ce genre de phénomène, s'il suit une thérapie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, Oui. et que sa thérapie réussisse, qu'il n'ait plus envie ou qu'il ne produise plus ce phénomène puisqu'il n'y a plus de mal-être? Je crois précisément que non, parce que c'est le type de mal-être qui échappe à toute thérapie. Ah. Dans la mesure où c'est un mal-être qui est inconsciemment consenti, Oui. qui fait la nature même de la personnalité. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas faire une thérapie sur quelqu'un qui inconsciemment n'en veut pas. Oui, tout à fait. Ça, Donc, nous sommes entièrement d'accord. C'est à ce niveau que je me situe. Oui, oui, oui. Parlons de cette capacité qu'avait Daniel Douglas Home à allonger Oui, une partie de son corps. oui. Pouvez-vous nous citer un ou deux exemples de moments où il a produit ça, justement? Là encore, c'était au cours de séances où il rapetissait notamment de façon absolument extraordinaire, ou au contraire, il s'allongeait de façon tout aussi extraordinaire. Mhm. Et là, les mesures qui ont été prises semblent en revanche assez sérieuses. Il est probable qu'il jouissait de la faculté d'une sorte d'élasticité de son corps. Ouais. Mais là, il y a quelques cas qui semblent assez bien attestés en revanche. Mais à quoi ça correspond, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Là, vous êtes un peu plus sûr des documents et des témoignages dans ce cas précis. On est plus sûr des témoignages, oui. On est plus sûr, d'autant plus qu'il semble que, contrairement aux autres phénomènes, celui-ci n'était pas volontaire. D'accord. Il semble que ça lui échappait un peu. Mhm, mhm. Et ça c'est intéressant. Ouais. Et enfin, la séance où Daniel Douglas Home s'est réellement élevé en l'air. Il est passé par la fenêtre. Voilà. Racontez-nous cette séance qui est assez mémorable quand même, parce que là, Oui. quand on dit, bon, vous nous l'avez bien précisé, vous avez pris toutes les précautions, Oui. et cela vous honore évidemment, en disant, attention, séance spirit, pénombre, pas de contrôle, donc, bon, sujet à caution, Oui. mais là, visiblement, cas intéressant. C'est un cas intéressant dans la mesure où, effectivement, ça ne se passe pas directement au cours d'une séance. Voilà. Ça se passe plutôt au cours d'une pause, je dirais, ou d'une invitation, tout simplement. Mhm, mhm. Et il est dans une pièce, il sort à l'horizontale par une fenêtre entrouverte, En flottant, en flottant dans l'air. voilà. Il sort donc de la pièce Mm. à un étage élevé, Ouais. donc à l'extérieur, donc dans l'air, là carrément. Oui, oui. Et il rentre par une autre fenêtre. Pourquoi pas? De la même façon, pourquoi pas. Bon. Oui. Alors ça, c'est évidemment très très amusant et très intéressant. Mais le problème, parce qu'il y a un problème quand même, Ouais. c'est que, bon, les témoignages sont tardifs, là. Ils ont été donnés plus tard, quelques années plus tard, et puis surtout, ils sont très contradictoires. Mhm. Ça, c'est embêtant parce que les quelques témoins, il n'y en a pas beaucoup, 3 ou 4, Ouais. s'embrouillent dans leur témoignage, ne décrivent pas ni les pièces, ni l'étage, ni la façade de la maison de la même façon. Mhm. Donc là, il reste encore quelque chose de très curieux. Est-ce qu'ils ont assisté vraiment à la même chose? Est-ce qu'ils ont assisté à quelque chose qu'ils ont perdu la mémoire? Ouais.
Très, très difficile. Il y a une hypothèse que vous soulevez qui me semble intéressante, Oui. parce que Daniel Douglas Home avait une réputation, évidemment, à chaque fois qu'il Oui. arrivait quelque part, qu'il le précédait. Est-ce que les gens ne voyaient pas ce qu'ils voulaient voir? Mais voilà, c'est ce que je pense aussi, oui. Il suffit d'un peu de quelque chose pour que les gens voient plus que la réalité. Hmm. Ils brodent inconsciemment, hein. Bien sûr. Ils Oui, brodent sur un début de phénomène pour en faire un phénomène. Et ça me paraît très intéressant parce que c'est très significatif de l'ambiance dans laquelle se déroulaient ces séances. On espérait et on attendait quelque chose. Et on était très déçus, évidemment, si on ne parvenait pas à obtenir quelque chose. Mhm. Et si on obtenait peu de choses, eh bien, l'imaginaire s'en mêlant, et puis le désir de voir plus, etc., on faisait de ce peu de choses quelque chose de plus important. Ouais. Et ça, c'est tout le problème de ces séances préparées, Mhm, mhm. contrairement aux lévitations spontanées d'un Joseph Copertino ou d'autres. Oui. Tout à fait. Et pour conclure sur ce dossier de Daniel Douglas Home, sa fin de vie, à quoi ressemblait-elle? Comment a-t-il fini ses jours? Il a eu un fils d'ailleurs. Hein. Oui, il a eu un fils, mais il a fini assez mal ses jours, hein. Enfin, tristement, je dirais. Mhm. Tristement, pas dans la misère, mais enfin dans une sorte d'indifférence, avec une déperdition très grande de ses facultés, Ouais. et puis avec beaucoup d'amertume, hein. Mm. Il n'y a pas eu d'épanouissement de la personnalité. Ouais. Et ça, c'est très triste. Son fils, écrivez-vous, avait, semble-t-il, les mêmes capacités que son Oui, père. aurait eu les mêmes capacités, Aurait eu. mais ne les a pas exploitées en tout cas. Et on a perdu la trace de son fils. Je veux Oui. dire, Oui, on n'a pas su ce qu'il était devenu par la suite. parce qu'il serait intéressant de retrouver les descendants de Daniel Douglas Home pour essayer de voir si dans la lignée familiale il Il y reste aurait encore capacité. ce genre de phénomène, oui. Mais est-ce qu'il a eu seulement des descendants? Je ne suis pas sûr que le fils ait eu des descendants. Ouais. En tout cas, on a perdu sa trace et c'est bien dommage. Joachim Boufflet, une pause à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange. Et là, après, nous allons nous intéresser à d'autres cas, mystiques ou pas. Eusapia Palladino n'était pas une Pas du mystique. tout, non. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non. En revanche, d'autres cas de femmes qui ont produit ce phénomène de lévitation l'été, elles. Oui. Nous allons y revenir dans quelques instants. Et ensuite, on vous suivra à travers le monde pour découvrir dans d'autres cultures, d'autres civilisations, également comme ça des signes de lévitation que vous avez recueillis tout au long de vos recherches. À tout de suite. Sud Radio, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. La lévitation, c'est sans doute un des phénomènes paranormaux les plus extraordinaires à étudier avec les expériences de mort imminente ou de sortie hors du corps. Ça fait partie de ces phénomènes qui posent des questions extraordinairement intéressantes. Joachim Boufflet est mon invité ce soir car il vient de publier aux éditions Le Jardin des Livres un très bon bouquin sur ce sujet, la lévitation chez les mystiques. Joachim Boufflet, là nous avons parlé de deux cas durant cette première heure sur Sud Radio, celui de Joseph Copertino et ensuite de Daniel Douglas Home. Joseph Copertino est sans contestation possible le cas le plus intéressant, le mieux documenté. Oui. Daniel Douglas Home, il y a quand même pas mal de zones d'ombre. Oui. Il faut bien le reconnaître honnêtement. Donc c'est un cas qui mérite d'être étudié, mais peut-être moins retenu que celui de Joseph Copertino. En revanche, il y a d'autres cas, des femmes, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui ont l'apanage des phénomènes paranormaux ou du mysticisme, hein, heureusement. Non, là, il n'y a pas de... Il a la parité des sexes, je dirais. Oui, tout à fait. Alors, parmi les femmes que vous avez retenues dans votre livre, il y a pour commencer Eusapia Palladino, qui est quasiment contemporaine puisqu'elle a disparu en 1918. Oui.
donc pas très très loin de nous. Elle, en revanche, il y a de forts doutes quand même. Oui. C'était une femme étonnante, je dois dire, assez fascinante d'ailleurs. Mm-hmm. C'est une sorte de virago italienne. Virago. Ah mais oui, tout à fait. Napolitaine de surcroît. Napolitaine de surcroît, donc nous sommes dans l'Italie profonde, oui. Près de la Calabre, pas très loin de la Calabre. Beaucoup de caractère, donc forcément. Beaucoup de caractère, beaucoup de truculence, et puis l'art de duper aussi. Ouais. Elle adorait tromper. Mm-hmm. Et bon, elle se produisait dans des petits salons d'abord, un peu comme un phénomène, je dirais un peu comme beaucoup de ces sorcières sud-italiennes que l'on créditait de plus de pouvoir qu'elles n'en avaient. Et qui captivaient et fascinaient les foules pour toutes sortes de raisons, parce qu'elles annonçaient la mort, parce qu'elles lisaient dans le mar de café, que sais-je. Mm-hmm. Mais elle, en plus, affirmait pouvoir se soulever du sol, donc léviter. Mm-hmm. Et elle a acquis sa réputation à travers cette lévitation. Une lévitation qui, je dois dire, ne me convainc pas beaucoup. On l'a bien compris, on vous le dit. Pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, c'est qu'elle aussi refusait absolument tout contrôle. En plus, elle se réfugiait derrière son statut de femme. Il ne fallait surtout pas la toucher, bien sûr. Mm-hmm. Et on s'est aperçu qu'elle dissimulait des objets sous ses amples jupes, comme on en portait à l'époque, notamment pour effectuer des matérialisations, ce qui était un peu embêtant, et que, sous prétexte qu'elle boitait, elle avait des chaussures très très grandes, avec des semelles compensées, je dirais. Oui, vous décrivez de véritables croquenots. Absolument. Hein, oui. Et ces lévitations se déroulaient dans la pénombre, pratiquement dans l'obscurité totale. Elle avait horreur de la lumière, elle criait toujours meno luce, moins de lumière, mm-hmm. Même quand il faisait pratiquement nuit. Ouais. Et en réalité, ces lévitations, le seul contrôle qu'elle acceptait, c'est qu'on passe la main sous ses pieds. Ouais. Et ce qui est bien la moindre des choses pour voir s'il y a lévitation quand même. C'est le peu à bas. Un peu quand même, oui. Mais oui. Et en fait, elle jouait de ces croquenots, justement, probablement pour faire des simulacres de lévitation. C'est-à-dire qu'elle s'extrayait de ses chaussures mm-hmm. et qu'elle mettait les pieds au-dessus de ses chaussures, je dirais. Ouais. Oui, vous disiez qu'elle avait des chaussures de cuir très très rigides. Mm-hmm. Donc ça lui servait quasiment de tabouret, quoi. Tout à fait, exactement. Ouais. Et donc, en plus, comme elle n'aimait pas tellement qu'on passe la main sous ses pieds, on mesurait plutôt à sa tête, à la hauteur de sa tête. Oui, ce qui était très pratique. Effectivement. Elle se hissait sur ses chaussures et puis évidemment, elle grandissait de 15 cm. Mm-hmm. Et alors, on pensait qu'elle s'était soulevée de 15 cm du sol. Ouais. Et elle abusait d'ailleurs des savants, notamment Flammarion. Oui. Et est-ce qu'elle a produit des phénomènes ectoplasmiques? Parce qu'il me semble que Zappia Palladino a produit ce type de phénomène. Tout à fait, mais là encore, il y a beaucoup de doutes parce qu'elle cachait beaucoup d'objets sous ses jupes. Ouais. Et on pense notamment que ces ectoplasmes qu'elle produisait, elle les tirait sous ses jupes, tout simplement. Mm-hmm. Mais elle a participé à des expériences à Paris, à l'Institut Métapsychique International, mm-hmm. où là, les contrôles étaient extrêmement sévères. Et dans ce cadre-là, il me semble bien qu'elle a produit des phénomènes intéressants. Elle a produit quelques phénomènes, oui. Ouais. Donc, elle avait quelques capacités, peut-être pas tout le temps. Tout à fait. Hein? Mais je pense qu'elle en jouait, et puis surtout qu'elle surdimensionnait tout ça et qu'elle rajoutait, quoi. Mm-hmm. Ouais. Alors, autre femme intéressante également, Maria Concetta Pantuzza. Alors, je ne sais pas si je prononce vraiment bien. Maria Concetta Pantuzza, ça c'est une figure assez étonnante en revanche. Mm-hmm. Alors, pareil, contemporaine. Oui. Hein? On est toujours au début du XXe siècle. Oui. Alors là, faites-nous le portrait de cette dame. Alors ça, c'est une figure que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très passionnante. Mm-hmm. C'est une fille, une Italienne aussi, qui très tôt est soustraite à sa mère par le père qui était émigré en Amérique du Sud. Oui, un Argentin. En Argentine, et qui fait venir sa fille adolescente auprès de lui pour lui servir un peu de bonne à tout faire.
et qui la marie contre son gré. Mm. Elle a une petite fille d'ailleurs, et finalement elle réussit à rentrer en Italie avec sa fille et son mari qui meurt. Ouais. C'est une véritable histoire de Cosette, pour commencer. Ah oui, oui, c'est plus que Cosette, Ouais. puisqu'elle était enfermée, séquestrée par son père, et qu'elle ne devait sa survie pratiquement matérielle que par le fait que des voisines déposaient en cachette de la nourriture pour qu'elle puisse manger. Ouais. Donc c'est quand même assez terrible. Ouais. Et elle rentre donc en Italie, elle perd son mari, elle mène une vie très retirée et pieuse, puisque italienne et pieuse, et un beau jour, pendant qu'elle fait le catéchisme à des jeunes femmes, brutalement elle est soulevée du sol. Là encore, sans que rien ne le laisse entendre, sans qu'on puisse prévoir quoi que ce soit, elle est soulevée du sol, sous les yeux de ces femmes qui sont d'abord complètement affolées et qui ensuite sont absolument émerveillées. Ouais. Et là, les lévitations vont se poursuivre pendant assez longtemps, un peu comme celle de Joseph de Copertino, mais avec moins de public, parce qu'elle veille beaucoup à ce que ça ne se sache pas. Mais à côté de ça, dans ces lévitations, chose très intéressante, elle produit aussi, si je puis dire, des sectoplasmes, mais d'une façon tout à fait différente. Oui, oui, oui. Très poétique. C'est très beau, oui, parce qu'elle produit des fleurs, ou justement elle est entourée de chutes de fleurs, de pluies de fleurs, qui tombent sur les assistants et que l'assistant recueille. Et beaucoup plus intéressant encore, elle produit des fruits. Oui. Et des kilos et des kilos de fruits. Là, c'est très amusant, puisqu'elle réussit quelquefois, je dirais, à nourrir une tablée entière avec les fruits qui tombent d'elle pendant qu'elle est en lévitation ou autour d'elle. Ouais. Des fruits, même des fruits hors saison. Et des fruits hors saison, des fruits exotiques. C'est très, très curieux, oui. Et là, les gens mangent les fruits, conservent les fleurs, donc il y a vraiment des signes qui restent. Et alors, vous nous parlez de ce cas précis. Signalons que ça n'est pas si vieux que ça, non. Puisque l'apparition de fruits dont vous parliez, c'était en 1940. Mais tout à fait, c'est en pleine guerre, oui. C'est pas vieux. Mais non, c'était en pleine guerre, et c'était précisément une époque où les gens mouraient de faim. Ouais. Et elle réussissait à nourrir, entre guillemets, quelques personnes comme ça. Alors, même question que pour Joseph de Copertino, les documents, les preuves, les témoignages, d'où viennent-ils, d'où proviennent-ils, qui a enquêté et comment avez-vous retrouvé ces documents? Alors là, il y a une procédure de béatification qui est en cours, mais déjà de son vivant, des personnes consignaient les faits, ce qui est important, ont pu être interrogées après sa mort, ont pu confirmer ce qu'elles avaient vu. D'autre part, on a conservé des fameuses fleurs qui étaient tombées. Ah donc, bon? Ah oui, absolument. C'était pas une illusion, c'était vraiment des fleurs. Oui. Et donc, on a pu conserver ces fleurs. On a pu les étudier scientifiquement, celles-là, en revanche. On s'est aperçu, entre autres, d'un phénomène très curieux, c'est qu'elles n'avaient pas sur la tige de cassure, de section, mais qu'elles étaient comme si la tige était entière, faisait partie de la fleur, quoi. Ce n'était pas une fleur cueillie, c'était une fleur entière. Sans tige. Avec une tige, mais sans trace de brisure ou de cassure ou de coupure. D'accord. Donc ça, c'est amusant aussi. Oui. Amusant est le mot, oui. Oui, moi je trouve ça très amusant. Pour le moins, effectivement. Et puis les témoignages sont vraiment, alors là aussi, nombreux, concordants, dignes de foi. Je crois que là, on a un beau panel de témoignages. Ouais. Alors, question, je continue à me faire l'avocat du diable. Oui, là, il faut. Évidemment. Ces phénomènes se produisaient-ils en plein jour, devant des personnes peut-être laïques, voire même athées, pourquoi pas? Mais oui. Les phénomènes se produisaient en plein jour, le phénomène se produisait à l'improviste, donc sans qu'il y ait une attente de la part des personnes, et se produisait devant toutes sortes de personnes. Donc croyants, non-croyants. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. 1940, oui. C'est pas si vieux que ça. Mais non, c'est pas si vieux que ça. Donc même en pleine guerre, malheureusement. Oui.
donc les scientifiques avaient peut-être autre chose à faire que de se déplacer en Italie, d'aller rencontrer cette dame, discuter avec elle, discuter avec les témoins. Pendant combien de temps ont duré la production de ces phénomènes? Pendant 7 à 8 ans à peu près. Ouais. Pendant 7 à 8 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que la dame en question était très peu connue, sauf dans son village. Que nous sommes là, je le rappelle, dans une Italie du Sud, où ce genre de miracle, entre guillemets, est relativement fréquent. Pas nécessairement des apports, mais enfin, toutes sortes de miracles sont fréquents. On est dans une mentalité très religieuse, où ça n'étonne pas et où on n'éprouve pas du tout le besoin de faire contrôler physiquement les choses. Et ça, c'est un peu dommage. Oui. Mais à côté de ça, je dirais, ça s'intègre de façon extrêmement classique à la culture de ces régions. Et Maria Concetta Pantusa est décédée en quelle année? 1953. 1953. Oui. Vous dites que ces phénomènes, elle les a produits durant un laps de temps et ensuite ça a cessé. À la fin de sa vie, ça a cessé, oui. Ils ont été remplacés, si je puis dire, par d'autres phénomènes beaucoup plus religieux, entre guillemets, enfin, si tant est qu'on puisse faire une distinction. Bon, elle était stigmatisée, et c'est surtout ça qui a prévalu à la fin. Et alors, vous avez accès à des documents donc extrêmement récents, puisque, rappelons, ça date de 1940. Vous dites que ces fleurs qu'elle a produites sont encore visibles. Ah, je ne sais pas si elles sont encore, mais à l'époque, elles l'étaient, quand on en enquêtait. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas suivi la chose jusqu'à nos jours. Mais dans les années 60, on voyait encore quelques-unes de ces fleurs. Et les lévitations qu'elle produisait, elles montaient haut, c'était... Non, pas, enfin, haut, pas très haut, je dirais, c'était pas Saint-Joseph de Cupertino. Mais non, elle s'élevait à 1,50 m, 2 mètres. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est considérable. Carrément. Et elle, pareil, c'était lors de moments d'extase que le phénomène se produisait. Toujours, oui. Là encore, est-ce que c'était la lévitation qui induisait l'extase ou l'extase qui induisait la lévitation? Là, c'est un peu plus difficile à discerner. A-t-elle été, entre guillemets, interviewée? Non, jamais. Jamais. Elle menait une vie très discrète. Et je vous dis, ça se déroulait... C'était vraiment circonscrit dans son village. Ah, tout à fait, dans le cadre de la communauté villageoise. Oui. Et la production de fruits et de fleurs s'est reproduite à plusieurs reprises? Oui. Une dizaine de fois à peu près. Oui, ce qui est conséquent. Ça fait pas mal, oui. Bien. Joachim Boufflet, une pause. J'avoue que, je vais d'étonnement en surprise, de surprise en étonnement lors de cette conversation. Nos auditeurs également, j'imagine, parce que je rappelle que vous êtes historien, que vous êtes scientifique, et que les documents que vous avez étudiés sont tout à fait dignes de foi, très sérieux. On est revenu dessus plusieurs fois pour préciser et appuyer vos propos. Et donc la production de tout ou partie des phénomènes que vous décrivez dans votre livre ne font aucun doute, à moins d'être un sceptique pur et dur, auquel cas je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de produire des preuves. Oui, non, mais de toute façon, je crois qu'il ne s'agit pas de convaincre, entre guillemets. Enfin, pour moi, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est simplement de rapporter ce qui est, en laissant à chacun le libre choix de ses interprétation. De sa démarche ensuite. De sa démarche. Oui, tout à fait. Une pause, Joachim Boufflet, et on se retrouve pour, cette fois-ci, élargir encore l'horizon et revenir peut-être à notre album de bande dessinée, Tintin au Tibet. Et ce moine, qui s'appelait comment d'ailleurs? Nuage, non, douce brise, je me rappelle plus. Oui. Hein? Je me rappelle plus non plus. Quelque chose comme ça. C'était quelque chose de... Oui, et je vais réussir à le retrouver. Et on en parlera. On parlera des phénomènes de lévitation produits dans d'autres cultures, sous d'autres latitudes. À tout de suite. Sud Radio, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange.
Joachim Boufflet, historien, et mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. J'avoue que je passe un moment délicieux en votre compagnie. Mais je vous remercie. Mais écoutez, je pense que nos auditeurs et auditrices partagent mon sentiment, parce que on découvre des cas tout à fait étonnants, avec des explications très honnêtes, très scientifiques, rigoureuses. Et ça, c'est tout à fait l'esprit dans lequel je mène cette émission avec mes collaborateurs, notamment Pierre Massias. Alors, Joachim Boufflet, ce livre, La lévitation chez les mystiques, donc aux éditions Le Jardin des livres, nous emmène après un mysticisme chrétien. Sauf Daniel Douglas Home dont on parlait tout à l'heure, qui lui était qui était pas mystique, qui était catholique. Ni Eusapia Palladino d'ailleurs. Ni Eusapia Palladino. Elle était catholique, elle, remarquez, j'imagine. Hein. Oui, mais catholique à la napolitaine. Hein. Ah, qu'est-ce que ça veut dire catholique à la napolitaine? Avec beaucoup de superstition et beaucoup de roublardise. Ah, très bien. Ami napolitain, si vous nous écoutez. Vous êtes pas fait des copains, là. Hein, non, mais ils le savent. Bon, très bien. Alors, allons sous d'autres latitudes. Et vous commencez, avant de revenir dans l'histoire, on parlera de Simon le magicien et de sa confrontation avec l'apôtre Pierre, bien entendu. Parlons d'abord d'autres latitudes. Et quand on pense, à production de phénomènes étranges, lévitation en tête, on a tendance tout de suite à jeter un œil du côté de l'Orient, du côté de l'Inde. Oui. Parce qu'on s'imagine que c'est le berceau de tous ces phénomènes. Tout à fait. Ouais. Et parce qu'on crédite les lamas ou les prêtres, enfin les prêtres ne sont pas prêtres, mais enfin les moines, hommes religieux, les moines, oui. De ce type de phénomène. Alors je crois qu'il y a deux choses à dire au départ. C'est que si l'Église est extrêmement réservée sur ces phénomènes, les moines tibétains le sont encore davantage. Ah bon? Ah oui. On n'en parle jamais. On sait que ça existe, mais on ne veut pas en parler. Mm-hmm. Ça fait partie, je dirais, du secret, du mystère. Ouais. Donc, les quelques cas qui nous sont connus le sont indirectement, même s'ils sont bien documentés, mais ils ne le sont jamais par les personnes elles-mêmes. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour eux, je dirais, c'est non seulement normal, naturel, mais ça entre dans un processus d'évolution spirituelle de tout homme. Mm-hmm. Et théoriquement, tout homme, évoluant vers la sagesse, devrait parvenir à produire certains phénomènes. Oui. Donc pour eux, si je vous ai bien suivi, la production de phénomènes que nous on appelle phénomènes paranormaux, pour eux c'est uniquement le symptôme d'une évolution intérieure, point barre. Exactement. Et voilà, donc ça passe au second plan, quoi. Oui, complètement. Mm. Complètement. Ouais. Le plus important, c'est d'atteindre un état de sagesse, un état de béatitude. Mm-hmm. Et les phénomènes, c'est vraiment ce qu'ils sont, des phénomènes. Oui. Rien de plus. Finalement, très sain comme attitude. Oui, c'est une attitude extrêmement saine. Mm-hmm. Et c'est l'attitude que souhaiterait adopter aussi l'Église catholique de ce côté, pour ne parler que d'elle. Ouais. Et en général, les églises chrétiennes ou même l'islam, puisque c'est aussi en islam. Mais où c'est plus difficile, simplement à cause de mentalités très différentes. Mm-hmm. Alors, quels sont les cas qui vous semblent les plus intéressants, puisque vous nous avez dit, on a quand même quelques cas bien documentés. Oui. Alors, moi, les cas les plus intéressants, il y a le cas de ce moine tibétain qui est resté en lévitation après sa mort, dans son cercueil en verre. Bon? Oui. Et qu'on allait régulièrement visiter jusque, je crois, au milieu du 19e siècle. Mm-hmm. Et ce qui est très intéressant, c'est que des missionnaires français qui étaient au Tibet à l'époque et qui ne croyaient absolument pas à cette histoire, ont pu le voir. Donc flottant dans son cercueil. Alors ça me paraît intéressant, d'autant plus que ça se produit après la mort. Mm-hmm. Alors ça, c'est un cas que j'aime assez à évoquer. Mais quelques détails, parce que on n'en a pas beaucoup, malheureusement. On n'en a pas beaucoup. On sait simplement que c'est un sage, qu'il est mort, et puis qu'après sa mort, il a flotté au-dessus
lieu où on l'avait placé, Mhm. et qu'il est resté pendant plusieurs années dans cette situation. Plusieurs années. Ah oui, oui. Donc, évidemment, ce qui se sous-entend, sans trace de décomposition, Ah oui, etc. il était intact, bien sûr, oui, oui. Ouais. Alors ça, c'est très amusant aussi. Oui. J'aime beaucoup m'amuser avec ça. Oui. Et il faut regarder ça avec beaucoup d'humour, parce que sinon on n'en sort pas. Et là, les témoignages sont assez intéressants, parce qu'ils sont vraiment, je vous dis, très impartiaux et très objectifs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Ouais. Comment avez-vous recueilli les écrits de ces... Parce que là, ça date du 19e siècle, Oui, ces missionnaires. Tout à fait, ça date du 19e siècle. Alors, j'ai trouvé ces écrits dans un livre que mon illustre prédécesseur, Olivier Leroy, avait fait sur la lévitation, mais dans les années 30. Mhm. Et qui, lui, avait recueilli directement le témoignage auprès des personnes intéressées. Ah oui, donc c'est vraiment un témoignage assez proche, quoi. Ah, tout à fait, oui, non. Puis en plus, je vous dis, c'est vraiment un livre très sérieux. Mhm. Et ils ont pu s'en approcher. Quand il dit exactement, ils ont pu faire le tour, j'imagine. Non, ils l'ont vu de pas très près, mais pas très loin non plus, quoi. Mhm. Ils ont constaté la chose. Hein. Ouais. Et puis en plus, le problème, c'est que c'était dans un sanctuaire tibétain, donc que Oui, on n'y fait pas n'importe quoi. On respecte d'abord. Oui. Contrairement à l'attitude occidentale, devant ce genre de phénomène, ce qui prime, ce n'est pas la curiosité, c'est le respect. Mhm. Donc on respecte, on admire, et puis on se tait, quoi. Oui. Ça gêne les scientifiques, justement. Mais bon. Oui. Je le comprends, puis en même temps, je comprends aussi cette attitude qui veut que, Ah, tout à fait. en face de Bien sûr. certaines choses, eh bien, on respecte, quoi. Oui, et puis dans certains lieux, on fait pas n'importe quoi non plus. Absolument, tout à fait. Ce qui est tout à fait normal. Oui, Tombe sous le coup du sens, évidemment. Exactement. D'autres cas comme ça concernant le Tibet ou l'Orient, Oh là là. des fakirs, parce qu'on pense à fakirs également. Oui, mais les fakirs, alors là, moi, je me méfie. Hein. Les fakirs, je le dis d'ailleurs dans mon livre, c'est beaucoup plus... Il y avait des lévitations d'Indiens, notamment. Enfin, il y en a une qui me paraît assez bien attestée, c'est l'histoire d'un vieux fakir qui est confronté à un Européen, puisque c'est un Européen qui était son ami, qu'il a vu une fois léviter sur sa canne. Enfin, se soulever du sol en ne prenant plus appui que sur sa canne pendant un laps de temps assez conséquent. Mais là, c'est ce que j'appelle, moi, des demi-lévitations, parce qu'il y a toujours un support. Oui, et puis, c'est un tour que les prestidigitateurs connaissent bien. Voilà, et puis alors après, là, ça ne semble pas avoir été un tour, parce que ça s'est produit dans des circonstances tout à fait non recherchées non plus, et pas du tout pour faire sensation. Et avec un ou deux témoins, c'est tout. Mais effectivement, il y a aussi tout ce tour de la corde des fakirs qui se soulèvent, qui disparaissent au ciel, etc. Bon. Mais je suis plus réservé, non pas parce que j'y crois moins, loin de là, mais parce que d'abord ce sont des mentalités différentes dans lesquelles je n'arrive pas à entrer, et ensuite parce que je connais beaucoup moins. Beaucoup moins, j'ai beaucoup moins accès aux sources, et je connais beaucoup moins ce qui peut se passer là-bas. Vous faites également un passage éclair, si j'ose dire, en Afrique. En Afrique, oui. En Afrique, dans le monde des sorciers, qui est tout aussi passionnant d'ailleurs. Oui. Avec un cas qui, semble-t-il, est bien documenté. Oui. C'est celui d'un illusionniste en plus. Oui, c'est ça, oui. Mais là encore, où est l'illusion? Où est la frontière entre l'illusion et la frontière entre la réalité? Et autre cas... Excusez-moi, parce qu'en Afrique, en plus, c'est encore une autre mentalité. Il y a toute la charge symbolique des phénomènes. Le phénomène, il est symbolique avant d'être réel. Contrairement à ce qui se passe en Occident. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire? Eh bien, un phénomène, le phénomène symbolique doit d'abord signifier quelque chose, donner un message en quelque sorte, avant d'être une réalité. Si la réalité vient s'y ajouter, c'est parfait. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et si elle vient pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le message. Ce qui compte, c'est le message. Et là, nous avons tout le problème du chamanisme aussi, par exemple.
Oui, puisque vous parlez également du chamanisme, Mais oui, que ce soit en Océanie ou en Amérique d'ailleurs. exactement. Et là encore, nous avons d'abord la prééminence de la signification du phénomène. Le phénomène peut être complètement abstrait, je dirais, imaginaire. Mhm. Le plus important, c'est ce qu'il veut dire. Ouais. En ce qui concerne les chamans, que ce soit d'Amérique ou d'Océanie, Oui, vous parlez d'une croyance concernant une sorcière dans des îles chez des aborigènes, oui, une sorcière qui sort de son corps et qui va visiter les différentes populations. tout à fait. C'est tout à fait le cas typique de sortie hors du corps. Mais exactement. Et là, on n'est plus dans le domaine de la lévitation proprement dite. Oui. On est dans un autre domaine. Même si on veut assimiler ça à la lévitation. Mhm. Et en même temps, ces sorties du corps, justement, sont très intéressantes dans la mesure où ce n'est pas précisément le corps qui se meut. Oui, tout Quelque à fait. chose qui sort du corps, c'est autre chose. Mhm. Et vous citez aux États-Unis, cette fois-ci avec les Indiens d'Amérique, Oui, le témoignage d'un père qui s'appelait le père Paplard d'ailleurs, oui, ce qui est assez amusant. oui, Le père Paplard qui a été témoin d'un sorcier qui s'élevait dans l'air, oui. c'est-à-dire qui produisait de la Et lui lévitation. Là. produisait de la lévitation, oui. Après tout, l'homme étant homme, on ne voit pas pourquoi ce phénomène serait exclusivement circonscrit à la mystique Mais occidentale, absolument chrétienne, pas, oui. catholique ou autre. Tout à fait, tout à fait. Non, je crois que c'est un ensemble de phénomènes humains, donc qui concernent les hommes de sous n'importe quelle latitude et de n'importe quelle civilisation, Mhm. et que chacun le traduit à sa façon. Vous avez par exemple Alexandra David Neil, qui a été la grande exploratrice du Tibet, qui a vu des lévitations aussi, qui n'étaient pas exactement non plus des lévitations, puisqu'elle voyait ces hommes qui marchaient au-dessus de l'herbe, au-dessus des grandes herbes, qui couraient à une vitesse vertigineuse en effleurant l'herbe, donc sans toucher le sol. Mhm. Est-ce que c'est de la lévitation? Est-ce que c'est un autre phénomène? C'est très difficile à savoir aussi. Ouais. Et voir ça, c'est déjà enrichissant, Ah, mais bien sûr. totalement étonnant et quand même assez déstabilisant également. Ah bon? Si, si. Ça ne me déstabilise pas, je dois dire. Remontons dans l'Antiquité, dans l'histoire. Oui, L'histoire de la religion chrétienne, pour être Oui. plus précis. Et je vais vous demander alors, cette fois-ci, de prendre votre habit de conteur et de nous raconter cet affrontement entre Simon le magicien et l'apôtre Pierre. Ah, alors ça, c'est une histoire très intéressante. Je crois que c'est le premier cas de lévitation, indépendamment de lévitation miraculeuse du Christ, comme l'ascension, Mhm. chose qu'on peut en tout cas assimiler à la lévitation. C'est le premier cas de lévitation qui nous est conté, qui nous est narré Mhm. dans l'Antiquité chrétienne. Ouais. Alors c'est un fait très amusant. Il s'agit d'un magicien, puisqu'il s'appelle Simon le magicien, Ouais. un homme qui est capable de produire des lévitations. Et produisant des lévitations, il se prend pour Dieu, ou tout au moins pour Un quelqu'un, prophète, du moins. le plus grand prophète qui soit. Oui, soyons simples, oui. Oui. Mais non, moi je pense qu'il se prenait un peu pour un Dieu aussi, D'accord. parce qu'il avait quand même tout un système d'enseignement très curieux. Mm. Et il est confronté à l'apôtre Pierre, donc Pierre des évangiles, qui a trahi le Christ et qui est devenu, comme on dit, le premier pape, Mhm. donc le chef de la communauté chrétienne. Et Pierre le met en quelque sorte à l'épreuve et lui dit que s'il continue d'abord de léviter comme ça, de façon Intempestive. indigne, intempestive, Dieu va le punir. Et deuxièmement, que la lévitation, finalement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la foi et la doctrine. Mhm. Et Simon, au lieu d'écouter le discours plein de sagesse de Pierre, veut absolument, au contraire, manifester sa puissance, entre guillemets, sa force, ses pouvoirs,
et décide de léviter, alors là c'est la légende qui s'empare de la chose, à Rome, et devant l'empereur. Ouais. Néron, hein, Néron, en l'occurrence. en l'occurrence, mais ça c'est de la légende. Hein. Ouais. Et effectivement, il y a en quelque sorte une joute entre Pierre et Simon. Non pas que Pierre veuille l'éviter aussi et se comparer à Simon sur ce point, mais pas du tout. Mais Pierre veut simplement démontrer que cette lévitation est malhonnête, que c'est une lévitation Au service d'un au message service du dévoyé. pouvoir Ouais. et au service, voilà. Mm. Et effectivement, Simon lévite, tout le monde fait des A et des O, l'empereur est enchanté, et Saint-Pierre prie, et Simon tombe et se fracasse les jambes. Donc a été stoppé brutalement, je dirais, dans sa lévitation. Mm. Il se casse les jambes en guise de châtiment. Et sa fin est très triste finalement, puisqu'il en mourra. Ouais. Dit-on, voilà. Donc là, c'est beaucoup plus un récit apologétique, je dirais. Ne pas chercher les pouvoirs, ne pas chercher ces histoires, mais en rester simplement à ce que je rappelais tout à l'heure, l'évolution personnelle vers la sagesse. Ouais. Et autre cas de lévitation dans une autre religion du livre, l'islam. Oui. Là, en revanche, très peu. Hein, Très peu. De cas de lévitation. Oui. Peut-être une concernant le prophète Mahomet. Peut-être, mais là, est-ce que c'est une lévitation? Est-ce que c'est un rêve? Un songe prophétique? On ne sait pas. Il se serait élevé jusqu'au ciel. Mais ça... Ça peut être une très belle métaphore. Moi, je pense que c'est une très très belle métaphore, oui. Mais il y a aussi quelques cas de lévitation dans l'islam chez les soufis. Mm-hmm. Mais là encore, ce sont des cas d'abord très rares. En plus, pendant longtemps, le soufisme a été considéré par l'islam pur et dur comme une hérésie. Donc, on faisait pas très attention, on tenait ça caché. Mm-hmm. Et puis, en même temps, je crois que là aussi, il y a beaucoup de métaphores, Ça, c'est encore un fait de civilisation. La civilisation de l'islam, les civilisations orientales de l'islam sont des civilisations de la métaphore, de l'image. D'image spirituelle, j'entends. Mm-hmm. Non pas d'image représentative, figurative. Ouais. Oui, allez-y. Et c'est là, je pense, que le phénomène de lévitation, en fait, quel qu'il soit, et dans quelque civilisation que ce soit, doit nous ramener à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est simplement l'ascension intérieure de la personnalité humaine, de l'âme humaine, comme on dit. Oui, mais il n'en reste pas moins que la loi de la gravitation est défiée et annihilée. Ah ben absolument, bien sûr, oui. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Ah, c'est quand même intéressant. C'est intéressant, oui. Quand même. Je crois que ça peut titiller la curiosité scientifique, oui. Oui, titiller pour le moins. Dites-moi, j'imagine évidemment que vous avez rencontré des scientifiques. Oui. Lors de vos périples, de vos études, que vous avez discuté, débattu avec eux, échangé. Oui. Quelles sont leurs réactions, leurs propos vis-à-vis des cas que vous leur avez montrés? Ah oui, mais je crois même que j'ai rencontré des scientifiques qui ont rencontré des cas aussi, ce qui est intéressant. Voilà, ce qui est encore plus intéressant. Oui. Non, il y a trois attitudes. La première, le scientifique qui dit je n'y crois pas. Je ne veux pas savoir, je n'y crois pas. Vous me dites qu'il y a un cas là-bas, je ne vais pas perdre mon temps à aller voir ça. Bon. Ça, pour moi, c'est l'attitude anti-scientifique par excellence. Le verbe croire n'a rien à voir ici. Enfin, exactement. Nous sommes, La deuxième attitude, c'est oui, très bien, les faits sont là, on les admet, mais ça n'est pas de notre ressort. On ne peut pas l'expliquer. Oui. On ne peut pas comprendre les mécanismes, pour l'instant, ou à jamais, peu importe, mais on ne peut pas. Oui. Donc, la science est muette en face de ça. On se borne à constater. On constate. Voilà. Et point. Et la troisième attitude, qui est l'attitude du savant croyant, de quelque confession que ce soit d'ailleurs, on
constate la chose et on estime que ce n'est plus de l'ordre de la science, mais d'un autre ordre, de l'ordre du miracle. Et donc là, il y a une dichotomie entre les deux, et qu'il n'y a pas de passerelle en fait. Non. Voilà les trois attitudes que j'ai rencontrées. Et aucune attitude, la quatrième qui serait peut-être intéressante de dire je constate les faits et j'étudie pour comprendre. Non, pas vraiment. C'est un peu embêtant. Non, c'est pas embêtant, c'est simplement qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, que l'étude va se heurter très vite à l'impossibilité. Pour l'instant. Parce qu'on ne connaît pas les mécanismes. Oui. Alors on peut trouver des dispositions psychologiques, on peut trouver à la limite des névroses, que sais-je, n'importe quoi, mais elles n'expliquent rien du tout. Elles ne rendent pas compte du phénomène. Et là, le scientifique est très désarmé en face de ça. Et puis, on ne peut pas avoir de personnes qui reproduisent en laboratoire ce genre de phénomène pour pouvoir l'étudier aussi longtemps qu'on le voudrait, évidemment. Non, c'est pas possible. non. Ouais. Non. Ça, les scientifiques sont très, très déroutés en face de ça quand ils sont honnêtes. Il ne reste plus que, oui, l'attitude de on constate et on tourne les talons et on va voir ailleurs. Oui. On constate et puis on n'arrive pas à rendre compte. Et bon, puisqu'on ne peut pas rendre compte scientifiquement, on accepte qu'il y ait une explication d'un autre ordre, qui n'est plus du domaine de la science, et qui en rend compte sur un autre plan, qui est le plan religieux. Ouais. Mais c'est tout. Vous-même, Joachim Boufflet, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui produisent ce genre de phénomène et qui ont produit ce genre de phénomène? Oui, j'en ai rencontré deux, oui. Deux cas que je cite d'ailleurs dans mon livre. Ouais. Le premier, il s'agissait d'une possédée, entre guillemets, italienne. Alors, possédée, là, je suis assez réservé sur le terme, disons. Ouais. Elle était soumise à une séance d'exorcisme où elle était allongée sur le sol. Le prêtre faisait des prières sur elle et brusquement, elle s'est soulevée à 40-50 cm au-dessus du sol, à l'horizontale, donc couchée. Et elle a oscillé et brusquement, elle a foncé, il n'y a pas d'autre terme, contre l'autel, puisque c'est dans une église, contre l'autel de pierre. Et elle est allée la tête la première contre l'autel, sans se faire mal d'ailleurs, puis elle a descendu tout doucement. J'ai constaté, c'était comme ça, quoi. Donc, je n'étais pas seul, en plus, ce qui est très intéressant. Nous étions quand même une trentaine de personnes. Donc ça, vous l'avez vu? Ça, je l'ai vu, oui. C'est très intéressant, effectivement. Oui. Alors ça, nous étions là. J'avoue que c'est la toute première fois que je voyais quelque chose de ce genre, parce que c'était il y a assez longtemps, c'était en 69, donc j'étais tout jeune encore à l'époque, et je ne pensais absolument pas étudier ce genre de phénomène par la suite. Et le deuxième cas que j'ai connu est beaucoup plus récent, puisqu'il remonte aux années, début des années 80, en 81, 82, où j'ai rencontré ce qu'on appelle une femme mystique, que j'ai vue par deux fois se soulever du sol pendant qu'elle priait. Et se soulever du sol à combien de centimètres? Dans quelle position? Agenouillée. Et elle a dû se soulever d'une trentaine de centimètres à peu près. Et là, en revanche, moi j'ai passé la main en dessous. Oui. Je voulais être sûr, et j'étais pas seul non plus, donc nous avons passé la main sous ses genoux, quoi, ses jambes. Et donc là, elle était vraiment soulevée du sol. Et elle est montée très très doucement, presque insensiblement, si bien qu'on n'a pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Et elle est redescendue tout aussi doucement. Ça a duré combien de temps? Je ne sais pas, 3-4 minutes. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, c'est assez long. C'est long et court à la fois. Ouais. C'est très long, effectivement, dans l'absolu, par rapport à ce type de phénomène. Il ne s'agit pas d'un saut, quoi. Oui. Là, nous sommes d'accord. Voilà. C'est vraiment de la lévitation. C'est une vraie lévitation. Et en même temps, c'est relativement bref, parce que si on avait voulu à ce moment mettre en place un protocole scientifique pour étudier tout, on n'aurait pas eu le temps. Vous y êtes allé en sachant que le phénomène risquait de se produire, ou c'était de manière tout à fait accidentelle? La première fois, c'était parfaitement accidentel.
la deuxième fois, je savais que ça pouvait se produire, mais j'en étais pas sûr parce que je l'avais vu quand même une dizaine de fois entre-temps, rien ne s'était jamais produit. Oui. Et vous l'avez découvert de manière... Elle le savait, qu'elle l'évitait ou pas? Très bien, oui. Oui, parfaitement. Ouais. Mm-hmm. Et avez-vous du coup, question, pris des documents, films, photos? Mais on n'a pas eu le temps. À 3 minutes, on a le temps de prendre quelques clichés quand même. Oh oui, encore faut-il avoir un appareil photo sous la main. Ah oui. Mais on ne l'avait pas. On venait pas du tout pour ça. Oui. On venait la voir simplement, comme ça, pour parler avec elle. Mm-hmm. On ne savait même pas qu'elle l'évitait. Oui, la première fois. Oui. Mais la seconde? J'y allais pas systématiquement avec un appareil photo, surtout, je vous dis, je l'ai rencontré au moins 10 fois entre-temps. Il ne s'est jamais rien produit. Ouais. Et je pensais que j'avais vu ça une fois pour toutes, quoi. Oui. Et mais je crois qu'elle a été étudiée scientifiquement, par d'autres personnes. Mais pas par moi, en tout cas. Oui. C'est une dame qui est encore vivante, qui est... Non, elle est morte en 1983. Oui, donc très proche de nous, effectivement. Oui, très proche, oui. Ouais. Italienne, française, européenne? Française. Oui. Bien. Dans quelle ville? À côté de Paris. Visiblement, vous ne voulez pas donner ni le lieu, l'identité pour protéger peut-être également... Pour protéger pour l'instant les enquêtes qui sont en cours. Oui. Tout à fait, je comprends. Oui. Très bien. Quel sentiment ressent-on revenons à ce cas d'exorcisme, parce que là, c'est dans un cadre en plus particulier, chargé d'émotions, de tensions. Est-ce que vous vous souvenez du sentiment que vous avez ressenti lorsque vous avez vu le corps de cette femme se soulever de 50 cm du sol, l'italienne, et voler jusqu'à l'hôtel, toujours à 50 cm du sol? On se croirait dans un film de science-fiction. Quand je suis allé à cet exorcisme, je ne croyais absolument pas à ce genre de choses, ni à la possession, ni à rien. Oui. Et j'y allais plutôt à titre de curiosité amusée. Mmh. Pour moi, c'était plutôt sociologique qu'autre chose. Voilà, de l'ethnologie, voir comment ça se passait, etc. D'accord. Bon. Mmh. Donc, je ne m'attendais absolument pas à ça. Je pensais au contraire, comme c'était en Italie, je me disais ça va être encore une mise en scène merveilleuse, comme ils ont l'habitude de le faire dans certains cas. Bon, c'est très gentil, mais j'y allais un peu pour m'amuser. Quand ça s'est produit, je m'amusais plus du tout. J'étais littéralement sidéré. Mais sidéré. Ouais. Et puis quand ça s'est terminé, que je suis ressorti, j'étais avec un prêtre, un jeune prêtre, qui n'y croyait pas plus que moi d'ailleurs. Ouais. Et on s'est dit quand même, c'est un peu agaçant. C'est un peu embêtant. Agaçant? Oui. C'est agaçant d'avoir vu ça. Parce que ça remettait quand même pas mal de choses en question. Ben oui, un peu quand même. Oui. Mais bon, non, je crois que le sentiment qui a prévalu à ce moment-là, c'était la stupeur, vraiment. Oui. Et pas seulement pour nous, pour la plupart des assistants. Ah, j'imagine bien, oui. Ah oui, on n'imaginait absolument pas, personne ne pouvait s'attendre à ce que brutalement... En plus, c'est une femme assez forte, une vraie maman italienne. Ah oui. Moi, oui, je ne sais pas pourquoi j'imaginais un corps fluet, pas du tout, une jeune femme fluette. Mais non, c'était une femme bien en chair, dans la quarantaine avancée. Ouais. Et on s'est dit... Et solide. Oui. Voilà, et on n'y allait pas du tout. On y allait, je vous dis, pour voir ça un peu comme un fait sociologique italien, quoi. Oui, tout à fait. On se disait, ça ne risque pas d'arriver chez nous. Donc autant aller voir comment ils voient ça chez eux. Oui, effectivement. Mais on n'a pas demandé, vous nous avez pas donné des nouvelles de cette dame après son exorcisme. Est-ce qu'elle allait mieux? Ah, j'en sais rien. Je vous dis, on était tellement sidérés qu'on n'a pas pensé à tout ça. Et c'était la dernière de nos préoccupations de s'occuper de ce genre de choses. La pauvre, quand même. Oui. Et la deuxième fois, ou là, parce que on se dit quand même, parce que en tant que chercheur, assister à la production d'un phénomène, d'abord, ça n'arrive qu'une fois ou deux dans sa vie, quand ça arrive, donc c'est déjà intéressant, au moins de le vivre une fois. Mais quand vous y avez assisté une seconde fois, là, le sentiment, c'était quoi? C'était parce que là, il y avait eu une première expérience déjà, il y avait peut-être un peu plus de recul ou de sang-froid. Il y avait peut-être plus de sang-froid, et puis il y avait quand même surtout un contexte complètement différent, dans la mesure où la première fois, je vous dis, c'était une possession diabolique, ou présumait-elle.
avec tout le folklore italien tout autour. La deuxième fois, nous savions que nous allions approcher une personne très proche de Dieu, comme on dit, très discrète, très humble, très sainte, entre guillemets. Et donc c'était complètement différent. Et quand la lévitation s'est produite sous nos yeux, enfin moi ça ne m'a pas surpris du tout. Oui. Absolument pas. Mm-hmm. Et j'ai considéré à la limite que ça faisait partie de son expérience, quoi. Oui. Vous nous aviez dit très clairement au début de cette émission que vous êtes croyant, Oui. De confession catholique Oui. ou chrétienne, je ne sais pas. Oui. Ça doit renforcer peut-être ou pas la foi, ce genre Enfin, de phénomène? Alors vraiment pas. Pas du tout. Absolument pas. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça je peux vous garantir que ça n'a pas affermi mes convictions religieuses. Non. Ouais. Non, je situe ça sur un tout autre plan, c'est autre chose. Mm-hmm. Vous citez une phrase que je trouve très très belle, tout à fait au départ de votre livre. J'essaie de la retrouver. Le bien ne fait pas de bruit. Et le bruit ne fait pas de bien. Voilà, ouais. C'est une phrase de Saint François de Sales que j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est exactement ça en fait. Mm. Tout ce qui est un peu trop bruyant et tapageur dans la religion m'énerve plutôt. Alors, j'aimerais que l'on termine Oui. avec un cas de fillette. Oui. Nous sommes toujours en Italie. Oui. Peut-être comprenez-vous le cas dont je veux que vous nous parliez. À San Sébastien de Garabandal. Non, c'est en Espagne. En Espagne. Ah pardon, Oui. excusez-moi, décidément. Oui. À San Sébastien de Garabandal. Oui. Et là, pareil, on n'est pas loin, on est en 1961. Tout à fait. Alors, un petit village, 300 habitants. Oui. Enfin, il n'y a pas de curé, il n'y a Si, pas de il y a médecin, un il y a un curé, il n'y a pas de médecin. Il y a un médecin. C'est Enfin, un peu plus loin. oui, voilà. C'est-à-dire qu'il ne réside pas dans le hameau. Voilà. Il réside plus loin dans l'agglomération. Ouais. Alors, rien de particulier concernant, comme vous dites, ce trou isolé. Non, absolument rien. Mais là, il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant. Eh oui. Racontez-nous. Eh bien, le 18 juin 1961, 4 petites filles qui viennent de voler des pommes dans un verger et qui sont en train de les manger, de les savourer, assises au milieu d'un chemin creux, se disent qu'elles ont fait quand même une mauvaise action. Oui, mais tous les enfants en ont Oui, fait. mais enfin, bon, elles sont petites filles catholiques bien sages, Ouais. et alors elles sont très embêtées, et elles jettent des trognons de pommes par-dessus leur épaule pour embêter le diable. Bon. Ça, c'est typiquement enfantin et typiquement méditerranéen. Ouais. Et à ce moment-là, leur apparaît un être de lumière qui dit être un ange et qui leur annonce que la Vierge va leur apparaître. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les apparitions de Garabandal, qui débutent en 61, qui se termineront en 65, et qui pendant près de 5 ans vont drainer des milliers et des milliers de personnes, de curieux, de pèlerins, etc. Et dans le cadre de ces apparitions, on assistera quelquefois à des lévitations, notamment de l'une des voyantes, la plus âgée, la principale, Conchita, qui, et là je crois que vraiment c'est tout à fait imparable, parce que là il y a eu des médecins qui ont étudié la question, qui ont assisté à la chose. La petite fille, quelquefois, s'est soulevée du sol. Elle était allongée par terre, sur le dos, et s'est soulevée du sol pendant son extase, pendant son apparition, à 8-10 cm, 12 cm quelquefois. C'est pas beaucoup, mais enfin, là, ça a été contrôlé. C'est déjà très conséquent. Comment ? C'est déjà très conséquent. Oui, c'est conséquent, absolument. Et là, ça a été très bien contrôlé, et puis en plus, elle manifestait des phénomènes qui ont quelque chose à voir, me semble-t-il, avec la lévitation, notamment des marches extatiques d'une célérité extraordinaire, où elle courait dans la rocaille et tout, à des vitesses folles, pratiquement sans toucher la terre des pieds, où elle courait en arrière, enfin, c'était tout à fait étonnant. Leur pas semblait danser, d'ailleurs, disent les témoins. Oui. Et même les hommes rudes, costauds, enfin... Ah oui, ils n'arrivaient pas à les arrêter. Ouais. Non. Et ne réussissaient pas à les soulever. C'est un phénomène de pesanteur extraordinaire. Et là, on a eu quand même
Alors les apparitions n'ont pas été reconnues par l'Église pour toutes sortes de raisons, mais quand ça s'est produit, en tout cas, on a assisté à des choses tout à fait stupéfiantes. Donc des cas de lévitation et des cas comme ça de course. De course extatique, oui. Mais ça, nous en avons aussi déjà des exemples auparavant, au XVIIe siècle avec Marie-Madeleine de Pazzi, qui était une carmélite, qui courait à une vitesse folle à travers les couloirs de son Carmel, et puis qui faisait des bonds de 8-9 mètres de haut pour se retrouver sur les corniches de l'église. Donc c'est un mélange entre lévitation et course extatique. Oui. Plus récemment, avec une autre carmélite italienne, Marie-Joséphine de l'Enfant Jésus, qui est morte en 1949, donc c'est pas très vieux non plus, qui présentait également des phénomènes de lévitation tout à fait stupéfiants, dans la mesure où non seulement elle se soulevait du sol, mais où elle était entourée d'une sorte de vent tempétueux et de lumière extraordinaire. Et là, ce sont des phénomènes très bizarres, mais enfin, ils ont été constatés. Et quelquefois, elle faisait de grandes courses à travers le cloître, au-dessus du sol. Et les religieuses, elles laissaient faire, elles étaient à la balustrade, elles la regardaient en disant, mais ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Que voulez-vous faire dans ce cas-là? Oui, effectivement. Au début, elles ont été très surprises, et puis à la fin, elles se sont habituées. Mon bon monsieur, on s'habitue à tout. Exactement. Ça fait vraiment un peu ça. Tout à fait, oui. C'est fascinant quand même, c'est fascinant. Oui. Et on peut rapprocher, puisque vous en parliez tout à l'heure, lorsqu'on est allé faire un détour du côté du Tibet, des moines tibétains, de ces moines qui couraient comme ça à vitesse extraordinaire au-dessus des herbes. Oui, c'est à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Le parallèle est... c'est très, très frappant. Ouais. Très frappant, et je pense que finalement les formes que revêtent ces phénomènes sont très voisines d'une civilisation à l'autre. Et d'une mentalité à l'autre. Oui. Il y a une universalité là-dedans qui est intéressante à creuser. Exactement. Oui, je pense. Joachim Boufflet, merci en tout cas de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. C'était passionnant, c'était vraiment très très intéressant. On a découvert grâce à vous plein de choses. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir dans votre livre, bien entendu. Oui. Donc je recommande à ceux et celles qui nous écoutent encore une fois de se le procurer. Il est aux éditions Le Jardin des Livres, il est sorti il n'y a pas longtemps. Son titre, c'est La Lévitation chez les Mystiques, 19,90 €. Ça vaut même pas le coup de s'en passer. Donc, je le recommande vraiment très chaudement, vous avez apporté un regard très intéressant d'historien, de scientifique en même temps, et par moments de philosophe, de croyant parfois, mais en tout cas très intéressant sur ces cas différents cas de lévitation. Merci beaucoup Joachim Boufflet. Et merci à vous. Peut-être un prochain ouvrage est-il sur le feu déjà? Non, pas pour l'instant. Ah, vous nous tiendrez au courant alors. Bien sûr. Je vous recevrai avec grand plaisir dans Les Aventuriers de l'étrange, en tout cas dès que l'occasion s'en présentera. À bientôt. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, Les Aventuriers de l'étrange. Notre émission se termine. Ce soir, on se retrouvera évidemment demain à partir de 22h jusqu'à minuit pour cette fois-ci vos témoignages. Si vous avez vécu
quelque chose de l'ordre du paranormal, un phénomène étrange, eh bien n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant, à nous laisser des messages au 0826 300 300 pour que l'on puisse vous rappeler. Si vous nous laissez un message, n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler et que l'on puisse discuter ensemble de ce que vous avez vécu. Et les deux spécialistes qui seront à mes côtés, Pierre Massias et Renaud Évrard, que vous commencez à bien connaître maintenant, seront avec moi pour nous aider à répondre à vos questions ou vous apporter au moins quelques éclaircissements sur ce que vous avez vécu. 0826 300 300, dans la boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange, vous nous laissez vos messages. Vous pouvez également nous envoyer un email étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. Je vous rappelle le titre de cet excellent bouquin, vraiment, je vous le recommande. Je sais pas vous, mais moi j'ai passé une soirée exceptionnelle avec monsieur Joachim Boufflet. Donc c'est La lévitation chez les mystiques. Le titre du livre et l'éditeur c'est Le Jardin des Livres. Il me reste plus qu'à remercier mon équipe, Pierre Massias qui m'aide à construire cette émission, Mathieu qui l'a réalisé et Morad qui était au standard. Passez une bonne nuit à l'écoute des programmes de Sud Radio et des rediffusions. Rendez-vous donc demain 22h minuit pour d'autres histoires extraordinaires.